Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui clôture notre 8e année du CECECAD, l'année 2014. Comme vous savez, chaque année, donc chaque mois, il y a une conférence mensuelle. Cela fait que depuis 8 ans que nous tenons ce rythme. C'est aussi un motif de fierté, de satisfaction pour ce que nous faisons dans la région, la capitale nationale, au niveau de l'éveil intellectuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce centre M. Luc Trudel, qui n'est pas un nouveau venu parce qu'il vient quand même régulièrement ici, avec M. Thanos, quand même deux de nos réalisateurs qui nous aident beaucoup pour archiver nos affaires et les placer dans YouTube. Avant de lui donner la parole, je me permets je vais le laisser faire la conférence, mais de repenser cette question à partir d'autres paramètres. C'est comme si je sortais un peu du système financier, qui sera le système capitaliste, le système financier, qui est en extension mondiale, pour le questionner à partir d'autres sites d'expertise, d'autres sites scientifiques. Alors je vais m'inspirer du long éditorial que j'ai fait à ce dernier numéro de notre revue mensuelle Afroscopie, notre revue plutôt annuelle Afroscopie, publiée chez l'Harmattan, les intellectuels africains au Canada, mission, figure, vision et leadership. On a produit un numéro imposant et ambitieux où l'éditorial tel que je l'ai baptisé, alors je vais m'inspirer de ça pour introduire rapidement, sans trop m'attarder. J'ai intitulé l'éditorial « Mondialisation, domination, érudition et émancipation ». Les deux couples se répondent, mondialisation, domination, mais aussi érudition et émancipation. Un centre comme le nôtre, nous faisons le pari et vraiment une affirmation, une conviction profonde que l'homme ne peut pas être seulement limité à la matérialité ou aux approches instrumentales, aux approches capitalistes ou néo-capitalistes qui le réduisent seulement à être un objet, un donné brut là, et qu'on peut manipuler en disant que vous n'avez pas d'autre choix. En intitulant cet éditorial mondialisation, domination, érudition et émancipation, j'ouvre rapidement 4 pistes pour comme baliser le chemin. Bon, première chose, Marx, on n'a pas commencé le capital sans Marx. Marx, c'est ça, bon, c'est ça, c'est des génies. Il est génie parce qu'il montre des lectures très fines qu'on ne peut pas voir sans vraiment une grande concentration. Il dit que le capitalisme est génétiquement constitué par des paradoxes, par des contradictions internes. Il y en a plusieurs, notamment, je cite seulement 2. Quand il est vraiment en train de mourir, on dit voilà, c'est fini cette fois-ci, mais il va renaître comme le phénix de ses cendres. Il y a comme une magie, une ingéniosité interne au capitalisme qui échappe à la raison. Je prends le cas de 2008, c'était terminé. Quand Obama a été élu, les États-Unis étaient en faillite, Lehman Brothers, tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'on entend? L'État a encore injecté de l'argent aux États-Unis et le système est reparti. Et nous, on est là, comme des petits rats, en train de dire, on va faire comment? On va juste... Non, c'est une pensée, le capitalisme, et on peut la déconstruire par une autre pensée. Donc, première affirmation, les contradictions internes au capitalisme, notamment quand il est en train de mourir, attention, il va renaître encore. Et deuxièmement, le capitalisme tue le capital humain sans lequel il ne peut pas fonctionner. D'une part, il ne peut pas fonctionner sans cette intentionnalité mortifère, tuer les gens, ou les réduire à l'esclavage, ou bien dans une vie infrahumaine, animale, d'esclave. Mais en même temps, il fonctionne quand même avec un accord de ces gens. C'est pourquoi Marx parlait des révolutions, du prolétariat. Et aujourd'hui, je passe maintenant à mon deuxième point, retirer les contradictions, mais aujourd'hui, deuxième temps, on est arrivé à la dimension, c'est mon deuxième point de ce balisage. Je m'inspire d'un philosophe italien, Maurizio Lazzarato, que j'ai déjà cité ici longuement. Il dit ceci: la dette ou le vol du temps, ça signifie le capitalisme a réussi à arraisonner, au sens fort du terme, arraisonner, à satelliser tout le temps de notre vie juste pour payer les dettes que nous prenons. Par exemple, si j'ai une maison à payer, j'ai 40 ans pour payer mes dettes, ça sera même une grande partie de ma vie, ça sera maintenant pour travailler pour payer cela. C'est une façon de faire, mais ma vie n'est pas limitée à ce que le capitalisme en dit ou me fait croire. Donc, dans la dette ou le vol du temps, c'est un livre de Maurizio Lazzarato pour ceux qui veulent approfondir.
c'est dans cette revue, c'est pourquoi on peut aller vite, c'est déjà écrit. Le titre, c'est « La fabrique de l'homme endetté ». Et c'est sur la condition néolibérale. Alors, je retiens juste dans sa pensée qui est très fine, et bien sûr, il traverse les grands de Deleuze, de Bourdieu, les autres, il dit que, attention, on est arrivé à une autre phase du capitalisme et de son exploitation, de son aliénation. Aliénou, ça signifie être en dehors de soi, être autre que soi-même. Et cette phase consiste, notre temps de vie est confisqué. Tu nous dois 30 ans d'hypothèque et d'hypothèse, maintenant tu dois confisquer. Alors, on peut questionner ça d'un point de vue philosophique et théologique. Le temps de notre vie ne peut pas être décidé par le système. Donc le système nous a fait croire non. Donc à partir d'une posture phénoménologique, on peut déconstruire le système. J'ai essayé de donner ça dans mon dernier ouvrage, Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale. À partir de la phénoménologie de la vie et de la façon dont la vie apparaît et la façon dont le capitalisme fait apparaître les choses, ce n'est pas la même chose. C'est une pensée contre une autre pensée. Et avec cette confiscation du temps de notre vie, on est arrivé à la phase finale, où les gens se résignent comme des zombies. On va faire comment? Une résignation mondiale. Il y a une mondialisation de la paresse intellectuelle et de la résignation. Benoît arrête, on ne doit pas changer le monde, mais c'est une pensée. Vous voyez comment est-ce que c'est sédimenté et c'est cristallisé et c'est absolutisé. C'est là que les théologiens, les philosophes vont dire non, une pensée ne peut pas s'absolutiser. Elle n'est qu'une pensée parmi tant d'autres. Ah, monsieur, avec ce rythme qui n'aura pas du travail, mais ça n'a rien à voir. C'est là que le capitalisme nous prend. Hein? Donc, ça, c'est mon deuxième point, le vol du temps. Troisième balisage, qui est lié aussi à ça. Donc, les prétentions du système qui veut s'instaurer comme totalitaire tiennent parce que le système a aussi des think tanks. Ils ont leurs penseurs. Hein? Et ce système aussi, et il faut dire aussi, le système est en train d'éroder, d'effriter les acquis sociaux de l'État-providence, même au sein des sociétés néolibérales. Hein? Le système, je lisais un travail, plusieurs documentations de sociologues canadiens qui travaillent dans le travail social, qui ont montré comment est-ce que le travail social, c'est mal-emploi, non, sans-emploi, mal-emploi ou sous-emploi. Donc le système donne le travail par contingentement pour te réduire seulement à ça. Maintenant, j'ai temps partiel. Maintenant, je ne sais pas, le mois prochain, j'aurai combien. C'est voulu. C'est voulu pour entériner dans les faits, dans votre conscience, que vous n'avez pas d'autre choix. Non, il y a un choix. Alors, on peut maintenant sortir plusieurs troupes là. Philosophie, théologie, c'est déjà pas mal. Mais la métaphysique, si on fait, parce qu'il y a une dimension métaphysique dans l'être humain. Alors, ce troisième balisage, c'est un système qui s'est instauré comme totalitaire, moyennant notre consentement par la paresse intellectuelle. Ah, vous faites de trop grandes réflexions, nous voulons du concret. C'est le mouton et le foufou. Oui, c'est pas ça le concret. Le concret, c'est la pensée. Parce que nous sommes une pensée aussi. Et fondamentalement, nous sommes une pensée. Quatrième balisage, c'est, je m'inspire du philosophe Pascal, il est aussi contemporain de Leibniz, hein, qui est dans votre tout ça. C'est des gens que je travaille, puis il y a des publications, je ne vais pas sur Leibniz et Pascal. Mais Pascal, il a une théorie géniale. Hein? Et là, le système, même si le système voit ça, le système va lui-même déposer les armes, et puis fuir dans l'Outaouais, et puis se plonger. Le système ne tient plus. Le système tient parce qu'il y a des gens qui ont la paresse intellectuelle et puis qui ont résigné intellectuellement. Pascal, qu'est-ce qu'il dit? Rapidement, et je termine mon balisage. On va donner la parole à Luc. Il dit qu'il y a la théorie des trois ordres. L'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre de la sainteté ou bien de la charité, de l'éros, de l'amour. L'ordre des corps, c'est la violence brute. C'est notre inscription dans l'animalité. Nous faisons partie de l'espèce animale dans une composante de notre vie. Alors, on va expliquer pourquoi, est-ce que tout ça. Hein? Alors, là, bon, il faut que je mange. Il faut que je mange. Moi, j'aime bien le foufou et le mouton. Pour les gens qui veulent m'inviter, c'est le plat que j'aime quand on m'invite. Mais, alors, si je prends tout pour moi, mais les voisins aussi. C'est l'animalité, et puis l'armée, les gens qui vont prendre les ressources des autres. C'est juste, ils agissent comme les animaux. Comme ce qu'on voit dans Serengeti, dans la bourse, les lions mangent tout ça. Hein? Donc, les humains sont aussi dans cet ordre. Mais l'ordre des esprits, c'est déjà la science, donc on s'élève un peu, la philosophie. Mais chaque ordre, l'ordre supérieur peut voir l'ordre inférieur. Mais l'inférieur ne peut pas voir parce que l'inférieur est comme dégradé. Et puis l'ordre de la sainteté des dieux, et des saints, tout ça, c'est l'ordre de l'amour, de la gratuité. Et cet ordre défait complètement le capitalisme pour deux raisons. Un, la vie nous est donnée. Ici où nous sommes, personne ne peut dire combien de temps il lui reste à vivre. Et au nom de ça, on peut déconstruire phénoménologiquement.
Ah, c'est difficile à lire. Oui. Mais deux, c'est l'amour. Nous n'allons pas dans nos relations familiales, c'est pourquoi il y a des divorces, c'est plein d'autres choses. Même en Afrique, on dit c'est la culture de la famille, c'est détruit. C'est en train de voler avec par la paresse intellectuelle. Hein? On est dirigé par des gens qui sont complètement cancres et puis qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais ils ont les armes pour tuer les gens. Et tout le monde les adore. N'est-ce pas? Alors, l'ordre de la charité, c'est le don. C'est gratuit. Et c'est ça le problème du capitalisme. Il dit non, 30 heures, 15, moi je ne suis pas 15 heures. Il m'appelle Benoît, vas-y, il n'y a pas 15 heures. Je peux aller vivre ailleurs et je n'aurai pas 15 heures de travail. Je vivrai quand même. Donc le système vous fait croire que vous n'avez pas d'autre choix, accepter jusqu'au retour du Christ. Mais le Christ n'a pas donné la date de son retour. Lui non plus ne nous facilite pas la tâche. Donc c'est avec plaisir que j'accueille Luc ici. Luc Trudel, qui est un activiste organisateur politique, œuvrant depuis 10 ans à Montréal et à Ottawa avec le mouvement de Lyndon LaRouche, associé au Comité pour la République du Canada et au mouvement de l'Institut Schiller. Après avoir rencontré un membre du CRC sur le campus de l'Université d'Ottawa, alors qu'il y était étudiant ainsi qu'employé de la radio CHUO-FM, Luc participe subséquemment à de nombreuses conférences politiques aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Depuis son implication avec le mouvement, il participe activement dans un programme de formation scientifique culturelle qui vise à faire découvrir la méthode de découverte de la pensée spécifiquement humaine. J'ai souligné ça plus avec mon bon feutre là. Pensée spécifiquement humaine. Hein? Retenez mes balisages, il y a des choses peut-être. Parce que penser, c'est faire des liens, tisser, tout ligne. Hein? Ça, c'est depuis les anciens. Penser, c'est faire des liens. Sum periploque. Hein, Platon, il faut faire des liens. Donc, il y a des liens nécessairement. Or, le système néolibéral dit qu'il n'y a pas de lien. Il y a juste ce que lui dit, on doit accepter. Non, il y a des liens. Hein? Donc, la méthode de la pensée spécifiquement humaine, ça m'a beaucoup interpellé lui. En empruntant un parcours ciblé établi par l'économiste américain Lyndon LaRouche, Jr., qui retrace les découvertes de Nicolas Decuzes, hein, dans la Renaissance, Jean Kepler, dans son nom, Gottfried Leibniz, je travaille quelque chose sur lui, et Bernard Riemann. Sa participation dans les activités du mouvement lui ont permis d'échanger avec les citoyens de toute provenance sur les questions primordiales de notre temps, visant à développer une nouvelle renaissance scientifique culturelle à cette heure décisive pour l'humanité. Ça, c'est des mots très justes, lui. Son travail auprès des corps diplomatiques vise à faire connaître et à communiquer l'option créative qui se présente comme l'alternative la plus claire, s'opposant à l'option destructrice menant à une troisième guerre mondiale potentielle. C'est des mots forts. Et je pense que ce centre, bienvenue ici Luc, c'est un lieu où nous voulons vraiment discuter. On n'insulte personne, mais librement. Ah, tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire ce que tu veux dire ici. C'est important. C'est parce qu'il y a des gens de l'âge, depuis la nuit de temps, qui disent on ne peut pas dire ça. Oui, on peut le dire. Donc c'est avec joie, avec conviction que nous vous accueillons ici. Et je profite aussi pour vous remercier encore avec notre ami Tano pour ce que vous faites, parce que par le travail important que vous faites, nous sommes archivés dans YouTube et je crois que ce centre vit d'une logique de la charité, du don. Hein? On n'a pas de budget, mais ça fait 10 ans qu'on tient. Un jour, on en a parlé. Donc c'est possible, pourvu que les gens aient l'amour et puis fassent les sacrifices qu'il faut. C'est sous vos applaudissements que nous allons accueillir Luc Trudel qui va nous intervenir sur la conférence. La titre de la conférence, c'est « Le nouveau paradigme émergent des pays BRICS pour un nouveau monde de développement ». Je répète, le nouveau paradigme émergent des pays BRICS pour un nouveau monde de développement. Sous vos applaudissements, on va accueillir Luc. Merci beaucoup, Benoît. Bienvenue à vous tous. Je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose, ou d'une perspective, je devrais dire. Parce que c'est moins l'emphase, je veux la mettre moins sur la chose, plus sur la perspective, ou la façon de choisir la perspective qu'on a sur le monde. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que on a l'habitude, on est encouragé même de se concentrer sur une compréhension de la réalité basée à partir des sens. Et c'est à partir de ce point de vue-là qu'on fait erreur. C'est ce que je prétends.
Et l'alternative, si on veut, on doit la trouver dans une perspective qui va s'élever au-delà les qualités des perceptions sensorielles, au niveau de la pensée humaine. Donc, on est tous. Donc, on est le verbe être. Et on va donner naissance. On a une mère qui nous a donné naissance dans ce monde. Mais on n'est pas nécessairement, à cause qu'on a le potentiel humain, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la pensée humaine automatiquement. Et c'est là que la culture entre en jeu. Et c'est là que maintenant, aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire part d'une perspective sur la vie qui s'ouvre à nous. Et avec ceci, je suis certain que vous suivez les activités tant bien que mal. On voit qu'il y a une crise économique qui est arrivée en 2008. Certains vont dire que ça a été corrigé par la suite. Moi, je vais dire non, ça n'a pas été corrigé. On a peut-être eu l'impression, ou on a peut-être donné l'impression que le système a été corrigé, ou que les fautes qui avaient mené au système ont été corrigées. Maintenant, on a aussi, en même temps, on a une menace de guerre. Étant donné que le système n'a pas été corrigé, on a un système de menace qui menace l'humanité parce que ceux qui défendent un système en faillite vont tout faire pour contrôler les paramètres dans lesquels on va créer un nouveau système pour remplacer celui qui est forcément en faillite. Donc moi, je vous ai parlé de l'identité proprement humaine et je voulais vous conter un peu une histoire personnelle parce que moi, étant donné, même si je suis Canadien, on a tous des parcours dans notre vie qui font qu'on arrive à penser de façon particulière qui nous distingue des autres peut-être. Mais pour moi, ça a été le fait d'aller travailler pour une compagnie quand j'étais jeune, de 18 ans. Là. Je suis allé travailler dans les airs. Si vous allez avec moi, si vous me permettez d'aller vous transporter dans cette image de quelqu'un qui travaille dans les airs, parce qu'on regarde la perspective sur la Terre d'une façon différente que celui qui se retrouve, on va dire, dans le quotidien du tous les jours. Peut-être on peut s'imaginer dans les durs labeurs de la journée. Et là, si on y va se positionner au niveau de l'esprit humain, l'esprit humain peut se positionner au-delà, comme j'ai mentionné au tout départ. Et c'est la raison pourquoi je vous raconte ça. J'aimerais ça que vous puissiez, par cette expérience qu'on vit avec cette conférence, vous imaginer de vous placer dans cette perspective-là que j'étais à l'âge de 18 ans, 19 ans, où on fait une découverte sur le monde et on arrive à faire une pensée qui va on va s'approprier notre pensée. C'est ça le but. Et ceci, comme préface, je vais présenter les paroles de Mme Helga Zepp-Larouche. Je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais c'est une parole. En fait, je vais faire un extrait d'une portion de son discours qu'elle a faite dans une vidéo qu'elle présente sur l'Internet. Elle dit « Vous ne le savez probablement pas encore, parce que les médias de masse, ils ne couvrent pas. Mais en réalité, l'humanité est déjà entrée dans une ère nouvelle. Dans les pays BRICS, pardon, on va retourner comme ça, dans les pays du BRICS, et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les BRICS, on entend par ça Brésil, Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud, je devrais dire. Et donc, dans les pays du BRICS, elle dit,
ils sont en train de réaliser un tout nouveau système économique et financier. La Chine construit un nouveau Silk Road, donc la route de soie, qui apporte le développement et la paix à tous les pays qui y participent. La culture chinoise est orientée vers un meilleur avenir pour l'humanité et l'ensemble de la population chinoise participe à cette mission commune avec enthousiasme. Le premier ministre indien Modi l'a exprimé de cette façon. Les pays BRICS sont la première alliance de l'histoire qui n'est pas définie par ses capacités actuelles. Elle ne se définit pas par ses capacités actuelles, mais plutôt par le potentiel de son avenir, à partir de la créativité potentielle de ses habitants. Donc, elle nous encourage à faire tout ce qui est notre possible, faire en sorte que les nations européennes et les États-Unis, on peut comprendre le Canada, se joignent à cette perspective optimiste pour l'avenir. Le plus grand développement dans notre vie a été complètement bloqué par les médias. Encore là, si on comprend les médias comme étant l'instrument de communication de tout ce qui est perceptible par les sens, si on a un développement qui n'est pas encore perceptible nécessairement par les sens, mais qui est déjà réel au niveau de son potentiel, on voit que les médias ne seraient pas capables de mentionner, ne seraient peut-être pas capables de comprendre vraiment ce qui est vraiment l'importance de ce qui se passe. Parce qu'on traite d'un changement de paradigme. Donc ça, c'est pas les mots de Helga, je vais revenir à ces mots à elle. Il dit, est-ce que c'est possible que les médias qu'il y ait quelque chose que les médias ne veulent pas que vous sachiez? Est-ce que c'est possible? OK. Donc, on a une situation où récemment, en novembre dernier, on sait, ceux qui portent attention à la politique internationale, on a souvent des discussions que peut-être les États-Unis sont menacés par la Chine, ils devraient se positionner pour faire la guerre à la Chine. On a eu le conflit en Ukraine qui a présenté la perspective de déraper vers une guerre nucléaire en Ukraine. Et maintenant, on voit que ça, c'est toujours avec le filtre de nos médias occidentaux qu'on nous présente ces réalités-là. Mais pourtant, quand on va aller voir les paroles ou les intentions que sont véhiculées par exemple ici, le président de la Chine, Xi Jinping. Xi Jinping, il dit, je fais une offre. Il dit, Obama, j'aimerais ça que tu te joignes à nous. En tant que représentant des États-Unis, je te fais l'invitation de te joindre à nous avec les BRICS. Je veux qu'on construise ensemble cette nouvelle route de la soie. Est-ce que c'est facile à comprendre pour quelqu'un qui conçoit la Chine comme étant normalement la face de l'ennemi? Est-ce qu'on peut vraiment interpréter ça normalement avec... est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qu'il dit? Parce que l'idée, c'est qu'on a un changement. On a quelqu'un où on a notre culture à nous qui est déjà habituée de traiter les choses de façon géopolitique. Donc, tout le monde a un intérêt. Et quand on entend quelqu'un parler, on se dit, ben lui, il a un intérêt, puis il ne le fait pas pour mon intérêt. Mais, au niveau de la pensée proprement humaine, il y a comme une science, si on veut, de concevoir que c'est dans l'intérêt de personne d'avoir le genre de guerre qu'on va créer si on crée une guerre aujourd'hui. Et si Xi Jinping arrive à faire cette énonciation, cette invitation-là aux États-Unis, c'est que Xi Jinping, il dit, on va pas, nous, on vient d'une culture où on a déjà été envahi par
une force impériale. Mais on ne voit pas un potentiel de gagner quelque chose, de vaincre et contrôler une autre population. On a intérêt à tous travailler ensemble pour construire cette nouvelle route de la soie, de façon à élever la population à un niveau de vie supérieur. Et même que, ce qui fait la preuve que Xi Jinping est vraiment bien intentionné, si on veut, il fait référence à des textes de John F. Kennedy, le président américain, cette citation-là, John F. Kennedy avait parlé de quand que la marée monte, ce sont tous les bateaux qui bénéficient de la marée qui monte. Et donc, on peut avoir cette image-là en tête, de élever toute l'espèce humaine en même temps. Mais encore là, je réalise que ça peut ne pas être... vous n'avez pas besoin de me croire sur parole pour l'instant. On va essayer d'aller voir c'est quoi ce nouveau paradigme-là, qui est cette philosophie ou cette approche économique qui est différente de ce qu'on aurait appris dans nos cours d'économie 101, etc., dans les cours universitaires qu'on enseigne en Amérique du Nord, et en Europe, et en Afrique. L'idée, c'est qu'il faut aller voir le travail de M. Lyndon LaRouche, qui est un économiste américain, un homme d'État américain, qui bénéficie d'avoir fait certaines découvertes. Monsieur Larouche, en fait, je n'aurai pas le temps de tout expliquer sa méthode de pensée, malheureusement, étant donné des contraintes du temps, vous comprendrez. Mais son approche qui est vraiment unique, c'est, par exemple, son unité de mesure. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, on parle souvent d'argent. Mais Larouche, lui, dit, pour vraiment avoir une discussion économique, on n'a pas besoin de parler d'argent. Parce que ce qui est vraiment le moteur ou le géniteur, le principe géniteur de l'économie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une question de combien d'argent qu'on va te donner qui va résoudre un problème qui est principalement physique, qui est principalement de nature scientifique. Et donc, on a un tableau que j'ai derrière moi de ce qu'il faut regarder, par exemple, si on veut vraiment concevoir d'une bonne façon de mesurer le succès ou la faillite d'un système économique. Tant et aussi longtemps que l'humanité passe d'une source énergétique à une autre, et en accélérant la vitesse à laquelle ces changements-là de différentes sources énergétiques ont lieu. Donc, je vais recommencer parce que je réalise que j'ai peut-être été vite avec quelque chose qui mérite peut-être de prendre un peu plus de temps là-dessus. L'humain passe, par exemple, avec une source énergétique basée sur le bois. Quand on a du bois, on se dit, moi, si je pourrais brûler tout le bois sur la planète, je peux mesurer le montant d'énergie maximal que ça me donnerait. Mais, étant donné, j'ai besoin de plus d'énergie que ce que tout le bois va me donner, et donc, c'est dans l'intérêt de l'humanité de faire ce qui est proprement permis à l'humain de faire, c'est-à-dire faire une découverte de principe. Parce que l'humain peut maintenant dire, en découvrant un principe scientifique au niveau de le pétrole, quelque chose qui était avant une tare ou une bad luck, si tu veux, avoir sur son terrain du pétrole, avant, ça serait un fléau qui menacerait sa récolte ou la possibilité de faire pousser son maïs sur son terrain, par exemple. Mais, une fois qu'on découvre un nouveau principe, donc encore là, quelque chose qui se fait au niveau invisible, au niveau de la pensée humaine, on peut avoir maintenant la clé qui va ouvrir le potentiel qui était toujours là, potentiel, mais qui n'était pas activé tant aussi longtemps qu'on n'avait pas fait la découverte et communiqué ça à l'humanité. Donc, on a une série de sauts dans l'humanité
on peut passer au bois, aller au charbon, du charbon aller au pétrole. Et là, ce qui vient par la suite, il y a tout le phénomène des procédés chimiques. À partir des procédés chimiques, on a toute la phase des procédés nucléaires. Donc, ce n'est pas important de comprendre exactement le détail de comment ces choses-là fonctionnent, mais on veut faire une présentation sommaire de le fait de regarder, de porter une attention sur si on veut élever la société, il va falloir qu'on permette à l'humanité d'activer ce potentiel-là, de faire ces sauts-là et accélérer la vitesse à laquelle ces sauts-là vont se faire. Il y a en fait une image que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai pas loin, mais on a, je ne sais pas si vous connaissez Prométhée. Prométhée est un dieu grec où il y a une mythologie avec son nom. En fait, on a la métaphore de ce qui est proprement humain. C'est-à-dire, on a un demi-dieu qui vole le feu, si tu veux, ou voler la technologie, si tu veux, des dieux, et l'offre au pauvre humain esclave pour l'élever. Et quand on lui demande, Prométhée, tu as été puni pour ça, il dit oui, mais je le ferai quand même. Pourquoi? Parce que c'est... il y a une idée de beauté dans le fait de donner quelque chose qui va durer pour l'infini. C'est-à-dire que le fait de donner ce qui était prohibé des dieux aux humains, le donner aux humains, ça va faire en sorte qu'il y a un nouveau potentiel qui va libérer cet humain-là d'un esclavage. Et encore là, c'est un autre point sur lequel on pourrait s'étendre grandement, mais on va passer rapidement pour voir que Linden Larouche, en fait, le point que je viens faire ici, c'est que l'approche de Linden Larouche est fondamentalement différente. On ne parle pas ici d'une différence de quantité ou une différence de parti, si c'est dans un parti ou dans l'autre parti. On parle ici d'une différente perspective sur c'est quoi l'économie. Et en même temps, il y a quelque chose de proprement américain dans ce leadership-là. Par exemple, le fait qu'il y a une guerre qui a été menée aux États-Unis contre un empire qui était basé sur la finance monétaire, qui ne respectait pas nécessairement la valeur intellectuelle du potentiel scientifique de l'humain. Quand les Américains ont gagné leur guerre de révolution, ils se sont retrouvés avec l'opportunité que toute personne désireuse d'un pays libre voudrait faire face, mais en même temps, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas nécessairement devant quel gouffre on se retrouve pour dire maintenant on a l'opportunité de faire un nouveau pays. Comment allons-nous financer ce nouveau pays-là? Si ce n'est pas l'argent des biens accumulés du passé qui va être notre base sur laquelle investir dans le futur, ça va être sur quoi? Et c'est là que le personnage d'Alexander Hamilton, c'est la clé pour comprendre c'est quoi qui différencie le système politique américain de tout autre. Mais encore là, à cause que les États-Unis sont un système libre ou avec une certaine liberté qui réussissait à faire les découvertes qui permettaient à l'humanité de passer d'un niveau à un autre et élever comme ça toute l'humanité, imaginez-vous qu'il y a des gens qui ça ne leur plaisait pas. Donc c'est normal qu'on ait eu une infiltration aux États-Unis où juste l'expression même des vieilles idées qui s'opposent à quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire juste à cause que le système américain pur, parce que je ne considère pas qu'en ce moment on a les États-Unis d'Amérique qui fonctionnent selon ce qui a marché dans le passé. Ça, c'est
qu'est-ce que je veux dire quand je parle de quelque chose qui a marché? On parle de, premièrement, le départ des États-Unis avec Alexander Hamilton comme premier secrétaire du Trésor. Par la suite, on a eu la période d'Abraham Lincoln, qui a fait de la période des Greenbacks. Il a fait le plus grand projet de développement américain des trains. Donc, on a permis d'étendre un système national d'un bout à l'autre d'un continent. Ça a été un précédent pour l'Asie. C'est ces idées-là que les Chinois et les Indiens regardent. Ils disent, moi, le développement d'un pays à l'intérieur, moi, c'est ça que je veux faire chez nous. Puis, s'il y a un précédent, ben, je vais l'étudier et ça ne me dérange pas d'où il vient. Si ça marche, ça marche. Et donc, encore là, Hamilton, c'était le premier secrétaire du Trésor. Puis juste en passant, alors qu'on devrait se retourner vers le genre de pensée et des idées que Hamilton avait mis de l'avant pour permettre la première banque nationale américaine, on a un mouvement qui veut éliminer le rôle de la prominence d'Alexander Hamilton sur les billets de 10 $, parce que Alexander Hamilton se retrouve la figure sur les 10 $ aux États-Unis. Donc on veut, sous prétexte d'intégrer une femme sur les billets de dollars américains, on va mettre de côté l'histoire qui offre la clé vers la solution à notre problème. Parce que dans le fond, juste à cause que ça a fonctionné aux États-Unis, c'est pas limité à ça. Le système proprement hamiltonien peut être appliqué dans n'importe quel pays qui désire avoir les instruments pour financer du développement basé sur non pas ce qu'on a, mais ce qu'on va être capable d'activer dans notre population dans le futur. Et donc, c'est ce que je voulais présenter, dans le sens que il y a Larouche qui avait présenté dans les années 70, dans ses écrits et à travers son mouvement politique, les prémices d'une nouvelle banque de développement à l'international. Et c'est justement ce qu'on a retrouvé plus tard, reflété, pas plus tôt que l'été dernier, en juillet 2014, on avait l'annonce des BRICS. Pardon, je vais te montrer ça. Je l'ai ici passé. Excusez-moi. Mais en gros, je vais vous montrer cette photo-là, ça va être correct. Ça va être... Vous l'avez? Là, il y a ça. Bon. Mais c'est... Je vais peut-être m'en tenir à l'idée que j'ai en tête au lieu, puis on va voir... ben peut-être... Où est-ce que j'en étais rendu? On parlait des BRICS qui mettaient de l'avant l'idée, en fait, que Larouche... C'est-à-dire, ces gens-là, pendant longtemps, ont étudié le système que Larouche avait proposé, puis on dit, finalement, ça fait du sens. Ça a du sens, je devrais dire. Parce que on fait face à une crise de Lehman Brothers qu'on a vu en 2008, puis ces pays-là se revoient qu'il y a des renflouements bancaires de plusieurs milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars, mais qu'en même temps, il n'y a personne qui obtient de l'argent pour du développement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une grande bulle spéculative. Les gens qui sont alliés avec un certain système se font récompenser, se font balancer de l'argent pour couvrir leurs dettes, alors que les autres pays se voient, non, aucun argent pour vous. Et donc, on voit que ces pays-là étaient obligés, c'est une question de nécessité, mais en même temps, on leur avait montré un chemin, une alternative, et on dit, on n'est pas plus niaiseux que les autres, on va prendre l'alternative
si on a un choix qui se ferme, une porte qui se ferme à nous, on va prendre celle qui s'ouvre. Et c'est eux qui même s'ils étaient inspirés d'une idée américaine ou une idée de Lyndon LaRouche, par exemple, c'est quand même eux qui ont mis ensemble une organisation des BRICS ils se sont entendus ensemble pour en venir à établir les bases d'un nouveau système. Puis ce nouveau système-là va se reposer sur une idée que ces gens-là sont tous des pays souverains et ils sont conscients au départ qu'ils ne vont pas s'entendre sur tout. Il va y avoir, il y a pas, comme on t'a dit, il y a pas de, c'est pas des anges, on n'est pas dans un éther où ce que tout va être réglé d'avance, mais ce qu'on est d'accord, c'est qu'il faut préserver le droit aux nations d'être souverains. Parce qu'on le voit, on a d'un côté une tendance de de créer un genre d'homogénéité au niveau international, d'imposer par la force. Quand les régimes ne nous écoutent pas ou ne font pas ce qu'on veut, on dit, ben tasse-toi, on va faire à notre façon, puis débarrasse. Mais des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, c'est encore des pays qui sont suffisamment grands, qui ont encore la force nécessaire pour se battre. Il y en a des pays qui, malheureusement, n'ont pas eu la force de continuer dans le combat. Ils se font contrôler ou ils se font... il y a comme une guerre de pouvoir qui se joue. Et donc, ces pays-là ont créé une chose très remarquable parce que pour l'humanité, maintenant, on a une nouvelle perspective qui, il dit, OK, on reconnaît l'idée d'une souveraineté des nations, on reconnaît qu'on va devoir avoir une nouvelle banque de développement, on va se faire attaquer parce qu'on est dans un système du marché libre, nos devises vont être sujettes à des attaques sur les marchés boursiers. Donc, nous, on doit se créer un fonds de protection pour nous protéger entre nous. C'est-à-dire, on va travailler ensemble pour pouvoir, ensemble, faire face à un ennemi. Au lieu de combattre tout seul, puis être garanti d'être anéanti, puis de laisser la voie libre à un projet homogène qui se repose sur une base fasciste d'austérité ou qui repose sur un point de vue sur l'humain qui est fondamentalement celle qui croit dans une perspective aristotélicienne, par exemple, où on a une idée qu'il y a une classe à faire entre certaines élites qui doivent être protégées pendant que les autres esclaves ou les autres bêtes humaines doivent être contrôlées comme un troupeau humain. Donc, quand on voit Helga Larouche qui nous parle de cette nouvelle perspective-là, avec un certain degré d'optimisme, c'est parce que la nouvelle alliance des BRICS fait peur au plus grand Goliath. Là. On a le plus grand géant économique qui se pète les bretelles, mais qui en même temps est menacé parce que le simple fait d'avoir un changement de conception de la réalité dans la population en général va faire qu'un pouvoir va être transféré. C'est-à-dire qu'on va cesser de respecter l'autorité d'un système et on va chercher à travailler avec quelque chose qui va montrer ses preuves. Et c'est ça que les BRICS sont en train de démontrer. Les BRICS sont en train de démontrer que nous, pendant qu'il y a une crise économique, on fait des projets les plus grandioses de détournement des eaux. Des plus grands projets que les Américains auraient fait dans le passé, on le fait plus rapidement qu'eux. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause qu'ils étaient américains qu'ils le faisaient bien, c'est parce qu'ils avaient les bonnes idées. Les Chinois, ils disent on ne veut pas le monopole là-dessus. Quiconque que tu es, viens te joindre à nous, on va faire un nouveau monde à passer sur ce nouveau principe-là. Mais ce serait le fun que les États-Unis se joignent à eux. Ça faciliterait la chose. On pourrait éviter un climat de confrontation inévitable tant aussi longtemps qu'on n'aura pas la population américaine et ailleurs dans le monde qui revendique ce genre de perspective-là. Qu'on revendique, écoute, peu importe c'est qui le président, si c'est Obama,
il doit se joindre aux BRICS. S'il ne le fait pas, on doit le tasser pour permettre l'émergence de quelqu'un qui va être prêt à aller se joindre à ce projet de développement. On a encore touché juste sommairement à une grande idée, parce qu'on a toute l'humanité qui fait face à un genre de point culminant dans son histoire, qui peut tomber d'un bord ou de l'autre. On peut aller dans une situation de guerre mondiale, comme on pourrait aller dans une situation de développement sans précédent. Et on a justement les Grecs qui sont un peu le théâtre actuel en ce moment. Parce que eux, ils ont mandaté un comité pour étudier la question de voir. On entend dans les nouvelles que les Grecs doivent de l'argent et qu'il y a un problème de dette, mais qu'en est-il de la nature de cette dette-là? Puis ce comité-là, ce qu'il nous dit, c'est que le Truth Committee on Public Debt, le comité sur la vérité sur cette dette publique grecque, il dit, nous sommes venus à la conclusion que la Grèce ne doit pas payer, car la dette est illégale, illégitime et odieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe derrière cette dette-là sur la base de justice. Donc, elle ne mérite pas d'être payée. Et si, en ce moment, la nature de la Grèce, dans sa situation, si elle quitte l'Union européenne, on a une situation où, évidemment, ça crée une déstabilisation, un genre d'événement significatif dans l'économie, et ça menace, le système est tellement fragile que ça menace de tout faire tomber. Ça veut dire, il y a encore des moyens peut-être d'acheter du temps, comme ils disent, mais ça ne change pas l'idée que ça met devant, sur le théâtre, un genre d'élément pédagogique pour tout le monde qui sont humains sur la Terre, pour dire, OK, c'est quelle heure est-il en ce moment? Est-ce que c'est l'heure où on fait de business as usual? Ou est-ce que c'est vraiment rendu à une heure où, non, peut-être que l'idée d'une renaissance, peut-être une idée d'un changement radical, pas sans raison, mais un changement qui transforme, qui abandonne fondamentalement une idée pour quelque chose de mieux, pas pour rejeter juste pour le fun, là, mais parce qu'on veut vraiment créer un monde qu'on va créer, quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Et ça donne que l'humanité fait face à des menaces qu'on n'a jamais connues avant également. On doit maintenant faire face à des menaces qui viennent de l'extérieur de la planète. C'est plus juste des menaces de l'armée, elle vient sur mon voisin, là. Maintenant, c'est des astéroïdes qui ne parlent pas ton langage et ne répondent pas à ce que tu es habitué comme intimidation que tu pourrais utiliser contre d'autres humains. Ces astéroïdes-là ne répondent pas à ta tradition, par exemple. On a une autorité qui repose sur une tradition, mais les nouvelles menaces se font fi de cette tradition-là. Et en même temps, tu as la Russie, la Chine, ou en fait, la Russie qui reprend une idée de Larouche. Larouche avait été le conseiller de Reagan en 1983, où Reagan avait aimé l'idée de Larouche, puis il avait dit on va présenter le SDI, le Strategic Defense Initiative. C'est-à-dire qu'on était pour présenter au monde, aux Russes, une entente. On dit on peut travailler ensemble pour développer des armes basées sur les lasers. Parce qu'on a besoin de développer ces armes-là pour se défendre contre les armes nucléaires et aussi pour pouvoir faire face aux menaces qui viennent de l'extérieur, comme des astéroïdes qui frapperaient la Terre. Donc, alors que le projet s'appelait le SDI des années 80 et que l'offre avait été faite aux Russes et rejetée par les Russes, on a maintenant les Russes qui reviennent à la table et disent, on l'a renommé, c'est le SDE, le plan stratégique de la défense de la Terre, ou Earth, Strategic Defense of Earth. Puis là, c'est le tour des États-Unis de ne pas avoir accepté encore
l'invitation qui est sur la table. C'est-à-dire, on a le potentiel d'abandonner cette mentalité de géopolitique. Puis là, tout d'un coup, on développe les capacités intellectuelles chez tous nos humains, nos citoyens. On va voir dans l'esprit des gens, dans le cerveau des gens, la matière à développer pour faire développer toute l'espèce humaine entière. Donc, avec ça, on a déjà des discussions de ce qui va être possible maintenant de pouvoir irriguer des continents entiers au niveau de l'eau. On sait que aux États-Unis, on parle d'un projet de NAWAPA. On a des problèmes de sécheresse aux États-Unis, en Californie. On a des problèmes de sécheresse en Afrique. On a un projet du lac Tchad qui a été discuté aussi dans nos conférences en France. Et tout ça montre que ce n'est pas le manque de solutions techniques qui manque. C'est une question de définir sur quelle base on va vivre l'avenir. Est-ce qu'on va permettre qu'on s'anéantisse avec ce danger de guerre-là, ou est-ce qu'on va prendre cette opportunité qui nous est présentée pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant? Puis, juste à titre indicatif aussi, on a les Chinois qui récemment ont été sur la Lune, puis ont montré au monde qu'ils ne sont pas là en train de faire de l'exploration spatiale simplement pour dire « j'ai planté mon drapeau, moi aussi ». Ils disent « nous, on a l'intention d'aller miner la Lune pour aller faire ce qui est proprement humain. C'est-à-dire, on va aller prendre un élément du tableau périodique, le hélium-3, qui se retrouve en petite quantité sur Terre, puis on va aller le miner pour pouvoir développer une source énergétique qui va être prédisposée, si on veut, pour être transformée immédiatement d'une réaction fusion nucléaire à de l'électricité directement, sans passer traditionnellement par les systèmes de bouillir de l'eau, sans avoir l'intermédiaire entre les deux, par exemple. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'aurais voulu aller plus en détail dans certaines des choses que j'ai abordées, mais je pense que ça permet d'avoir une idée d'une perspective qui s'offre à nous. Là, je parle au nom de l'humanité, là. Puis qu'il faut étudier ça, cette perspective-là, et il faut la comprendre, il faut l'étudier. Ouais. Donc, étant donné que ces idées-là, c'est des idées qui pour longtemps étaient discutées par des œuvres littéraires ou des magazines ou des gens dans les rues, des activistes politiques, il faut comprendre que les idées nouvelles, souvent, c'est une minorité des gens qui les apportent. C'est-à-dire que les révolutions dans le monde ne se font pas à partir d'une majorité qui se réveille un jour et dit « j'ai une nouvelle idée ». On passe d'une nouvelle idée et un processus d'organisation pour faire le développement qui est maintenant permis, qui est maintenant possible avec cette nouvelle conception des choses. Et pour expliquer, récemment, il y avait une conférence en France avec l'Institut Schiller. Et on a des intervenants des partis Syriza en Grèce, des spécialistes des projets du lac Tchad, on a des spécialistes académiciens de la Chine. En gros, on démontre qu'on est rendu à un stade de maturité d'une discussion qui a été commencée à partir d'un leadership peut-être qui était dans une petite minorité de gens. Maintenant, on est en train de voir la réalisation tangible d'une perspective qui s'offre à nous. Donc, avec ça, je pense qu'on a raison d'être optimiste, mais il faut être conscient du danger réel de guerre en même temps. En tout cas,
merci beaucoup Luc pour cette conférence insightful, c'est-à-dire qui ouvre des perspectives, moi, qui est inspirante à plusieurs points de vue. Alors je ne vais pas reprendre encore des choses, mais permettez-moi quand même d'ouvrir 3 points. Non seulement en faisant cette conférence qui clôture notre 8e année ici, où nous avons, avec des efforts, une détermination, chaque mois proposer une conférence, vous l'avez, Luc, croyez-moi, vous l'avez fait de façon magistrale. Pourquoi? Parce qu'un centre comme le nôtre, parce que nous essayons de nous baser sur nous-mêmes, nous voulons nous mettre debout par la pensée nous-mêmes, nous n'accepterons pas la censure, ni une certaine paresse intellectuelle, une certaine résignation, une certaine mentalité d'esclave. Il dit non, on va faire comment? Parce que ces gens, ce sont des humains comme toi et moi, mais qui ont réussi par ce qu'on appelle la violence symbolique, par une certaine cristallisation des idées, des pratiques de violence, au long des siècles, qui se sont comme précipités dans une relation chimique, voilà qui est là, et tout ça. Donc la pensée, vous êtes en train de faire une grande opération de déconstruction, mais aussi de sortie d'un système qui tue, pour faire autre chose. Et ça, c'est tout à fait la logique de ce centre, mais aussi en produisant des idées. Tout le temps, j'ai entendu ça, des idées, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. C'est ça le but de ce centre. On ne prétend pas changer le monde, mais on prétend quand même, parce que nous faisons une option décisive philosophique sur l'homme, c'est une pensée d'abord, fondamentalement, et il a une, on appelle ça une démiurgie, une capacité de créer. Nous sommes des créateurs aussi. Et je termine, venant d'un continent, Afrique, qui a beaucoup de qualités, mais un certain traditionnalisme. Ah, c'est le fils de qui? Lui, pour qui il se prend? On va t'accuser chez le président. Ah, il revient du Canada. Voilà, il est là maintenant. On va l'arrêter. C'est ça l'Afrique aussi. Alors, ouais, il y a le Mumba, il y a des gens qui veulent tuer, mais c'est ça aussi l'Afrique. Mais, je termine par ça. Et en lançant une question, parce que nous sommes vus dans les ondes aussi. Nos amis africains, dans beaucoup de pays, si vous y allez, vous allez voir du matin au soir, les gens prient. Du matin au soir, vous allez voir ça. Même vous ne dormez pas de 18h à 6h du matin. Moi, je vais bientôt y aller, je sais à quoi m'en tenir. Ok, c'est pas pour critiquer. Je suis qu'un être humain, il prie un certain monsieur qui s'appelle Dieu, et puis qui doit voir là où il se trouve. Mais la question, c'est quoi? Quand je vous ai entendu parler là, la dette illégitime et injuste, et quand on voit même les politologues africains, que ce soit qu'ils soient à l'étranger ou en Afrique même, ils continuent depuis 60 ans à raconter des mensonges par peur. Exemple, il y a chez nous en Afrique postcoloniale un Français qui s'appelle Jean-François Bayard. C'est lui qu'on étudie partout en Afrique, l'État en Afrique. Il n'y a pas d'État en Afrique. Je suis le seul maintenant, j'ai commencé déjà à le déconstruire. Les gens me disent, pour qui il se prend? Est-ce qu'il a un poste dans l'université? Pour qui il se prend? Mais il ment, Bayard ment. Et c'est parce que nous acceptons des choses qui sont erronées. Par exemple, le Congo n'a pas une dette. C'est un régime qui est supporté par le système néolibéral marchand, qui a mis leurs esclaves là-bas. Mais la population, la pauvre population, est dirigée par des leaders qui ne comprennent même pas. Donc, l'audace de ta conférence, c'est de dire que nous pouvons déconstruire un système et proposer, vous avez parlé de perspectives, le perspectivisme. Donc, un autre monde est possible pourvu qu'il y ait des gens, comme tu fais là, ce que vous faites là, et tout ça, qui proposent d'autres idées. Et je crois que aussi bien ici, où le néolibéralisme fait des ravages énormes, les acquis sociaux sont en train de s'effriter. Mais leur force, c'est qu'ils ont les think tanks. Nous, il faut dire, nous voulons du concret. Mais le concret, donc c'est sûr que les pays africains, évidemment, si tout le monde veut être un ministre, ce qu'on a besoin en Afrique, c'est des think tanks partout et tout ça qui travaille en réseau, comme un réseau réticulaire, et qui émettent les idées dans le monde. Voilà.